Le rectum est la partie terminale du tube digestif et fait suite au côlon sigmoïde en regard de la vertèbre S3. Nous avons ici une coupe sagittale chez l'homme et chez la femme et une coupe frontale valable dans les deux sexes. Donc le rectum commence en regard de la troisième vertèbre sacrée. Il va ensuite épouser la concavité sacrée avant de changer complètement de direction pour former le cap anal, se poursuivant par le canal anal. Le rectum a donc deux portions, le rectum pelvien et le rectum périnéal ou canal anal. La fonction principale du rectum est de stocker les selles entre chaque défécation. Il assure donc la continence anale, essentielle à une vie sociale. Le rectum pelvien présente sur sa partie intérieure des replis muqueux que l'on voit sur cette coupe frontale, que l'on nomme aussi des valvules de Houston, formant des sillons à l'intérieur de la cavité rectale. Comme on peut le voir sur ces trois schémas, le péritoine entoure la face antérieure des 2/3 proximaux du rectum et se réfléchit ensuite sur les vésicules séminales et la vessie chez l'homme ou chez l'utérus et le cul-de-sac vaginal postérieur chez la femme pour former le cul-de-sac de Douglas ou cul-de-sac recto-utérin chez la femme. Le tiers inférieur du rectum pelvien est dit sous-péritonéal. À cet endroit, il est entouré d'une gaine fibreuse qui va délimiter la loge rectale et qui contient, en plus du rectum, un tissu graisseux. Alors pour le comprendre, nous allons voir cette coupe passant par le rectum pelvien sous-péritonéal. La vessie ou la prostate en avant, le rectum, et nous allons surtout voir cette loge rectale entourant le rectum qui est fermée latéralement par les lames sacro-recto-génito-pubiennes dans lesquelles se trouvent les plexus pelviens. En avant, c'est l'aponévrose de Denonvilliers et en arrière, le fascia rétrorectal. Vous voyez donc que le rectum est entouré d'une loge fibreuse et de tissus adipeux occupant cet espace. Le cul-de-sac de Douglas est accessible à un toucher rectal. Cet examen est absolument fondamental car il permet de palper la partie inférieure de la cavité abdominale dans laquelle peut s'accumuler du liquide pathologique, comme par exemple une collection purulente pouvant se voir au cours, une appendicite, une sigmoïdite ou autre. La palpation du cul-de-sac de Douglas va alors entraîner une douleur violente que l'on appelle le cri de Douglas, qui signe un processus inflammatoire à l'intérieur de la cavité abdominale, et ceci aboutit donc généralement à la réalisation d'une exploration chirurgicale. Le rectum périnéal ou canal anal est la portion du rectum qui traverse le périnée postérieur et qui est entourée d'un système sphinctérien complexe assurant la continence anale. Il existe notamment un sphincter lisse et un sphincter strié. Le rectum périnéal est une zone de transition entre la muqueuse du rectum pelvien, qui est de type glandulaire, digestive, liberculienne, et l'épithélium malpighien kératinisé de la peau du périnée. Il y a donc à ce niveau-là une zone de transition entre ces deux muqueuses qui tapissent la face interne du rectum. Le canal anal forme un angle d'environ 70 degrés avec le rectum pelvien et cette angulation est liée à la présence du muscle élévateur de l'anus qui, en se contractant, va ramener tous les organes vers le haut et l'avant de manière plus marquée chez la femme du fait de la présence de la cavité vaginale. Le canal anal se projette sur la ligne bi-ischiatique chez la femme et un peu en arrière chez l'homme. On imagine ici la branche ischiopubienne, l'épine ischiatique et la tubérosité ischiatique. Alors regardons maintenant ce schéma à plus fort grossissement pour décrire les replis muqueux de la paroi interne du canal anal. Cette paroi peut être divisée en deux par une ligne que l'on appelle la ligne pectinée. Cette ligne pectinée est constituée par une succession de replis semilunaires que l'on appelle les valvules anales. Ces valvules anales
limitent des récessus nommés les sinus anaux ou les cryptes de Morgani, au fond desquels s'ouvrent les glandes anales dont la fonction est de lubrifier le canal pour le passage des matières. Ces zones peuvent être à l'origine de la formation d'abcès qui sont amenés à se fistuliser à l'extérieur, entraînant ce qu'on appelle une fistule anale. Alors voici un exemple de fistule anale que l'on peut observer une fois le canal anal dilaté par cet appareil. On voit ici au fond d'une crypte le départ d'une fistule anale qui va se développer pour s'extérioriser ici en dehors du canal anal. Alors aux extrémités, les valvules se rejoignent pour former des commissures qui se prolongent par les colonnes anales. L'extrémité des colonnes anales ou colonnes de Morgani constitue la limite entre le rectum pelvien et le rectum périnéal. En dessous de la ligne pectinée se trouve une zone intermédiaire ou zone lisse dont la limite inférieure est la ligne anocutanée. Cette ligne anocutanée répond au bord inférieur du sphincter interne et au bord supérieur du faisceau superficiel du sphincter externe. Il existe à ce niveau une gouttière qui est palpable au toucher rectal. Sous cette ligne anocutanée se trouve la zone cutanée de l'anus, recouverte d'un épithélium malpighien kératinisé. On a donc ici une zone intermédiaire où se fait progressivement la transition entre la muqueuse digestive et l'épithélium cutané. L'appareil sphinctérien contrôlant l'émission de sel est extrêmement complexe dans son fonctionnement et son innervation, dont la description sort du cadre de ce cours. Le sphincter externe est un muscle strié circulaire avec un faisceau profond et un faisceau superficiel. Le faisceau superficiel ou sous-cutané est immédiatement sous la peau de la marge anale. Le faisceau profond est très nettement intriqué avec des fibres provenant du faisceau puborectal et pubo-anal du muscle élévateur de l'anus. En arrière, le sphincter externe est amarré sur le noyau fibreux central du périnée et sur le ligament anococcygien. Enfin, l'appareil sphinctérien est complété du muscle longitudinal de l'anus, qui est un manchon musculo-fibreux issu du fascia pelvien, du muscle élévateur de l'anus et de fibres musculaires du rectum, qui vont traverser les sphincters et se terminer sur la peau. Le muscle longitudinal de l'anus est responsable du réflexe de corrugation, c'est-à-dire de plissement de la peau anale. Encore une fois, la continence anale est un phénomène complexe puisque le sphincter anal est capable de faire la différence entre l'émission de gaz, de sel ou de liquide et il peut ainsi contrôler l'évacuation du contenu du rectum pelvien. Pour décrire la vascularisation du rectum, revenons sur ces précédents schémas montrant les artères digestives. Il existe 3 courants artériels vascularisant le rectum, qui sont l'artère rectale supérieure, branche terminale de l'artère mésentérique inférieure, qui va cheminer dans le mésocôlon, puis se divise en regard de S3 en une branche droite et une branche gauche à la face postérieure du rectum. L'artère rectale moyenne est une branche inconstante de l'artère iliaque interne. Enfin, l'artère rectale inférieure est une branche de l'artère punadale interne qui vascularise le canal anal. Concernant la vascularisation veineuse, elle suit à contre-courant la vascularisation artérielle et par conséquent la partie supérieure du rectum est drainée par les veines rectales supérieures. Les veines rectales moyennes et inférieures se jettent dans la veine iliaque interne via la veine punadale interne pour les veines rectales inférieures. Le drainage lymphatique du rectum se fait vers des lymphonoeux de la région inguinale, des lymphonoeux iliaques internes ou mésentériques inférieurs. L'innervation végétative du rectum provient du plexus pelvien et mésentérique inférieur. Le sphincter strié est innervé par le nerf punadal et une branche du plexus punadal ou nerf rectal inférieur. La fréquence normale des exonérations est entre 2 par jour et 3 par semaine. Le poids moyen des selles varie entre 100 et 200 grammes par jour
Et enfin, la couleur normale est brune en raison du métabolisme bactérien colique de la bile. Alors pour terminer ce cours, voici une image d'IRM, ou plutôt une séquence obtenue à l'aide d'une IRM dynamique, alors qu'on demande à une patiente de déféquer. Vous reconnaissez ici le pubis, la vessie, le vagin et le rectum en arrière, avec le rectum pelvien et le canal anal qui, vous voyez, vient de s'ouvrir pour laisser passer les matières fécales. On constate que les efforts de poussée abdominale se répercutent sur l'ensemble des organes pelviens qui restent maintenus par le muscle élévateur de l'anus. Le rectum périnéal reste relié en arrière par le ligament anococcygien et fixé en avant au centre tendineux du périnée sur lequel vient s'appuyer le rectum, mais d'ailleurs aussi le reste des organes pelviens, lors de ces efforts de poussée. On voit sur cette IRM que par moment le sphincter s'ouvre pour laisser passer les matières fécales.